Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais forcément me répéter ce qui a été dit, parce que les logiques qui régissent et le paradigme qui régit la recherche, c'est le même partout, c'est le même à l'hôpital public, c'est le même en réalité partout. Donc nous, ça a commencé, ça fait des dizaines d'années maintenant, ça a commencé par la loi HPST, ça a commencé par la tarification à l'activité, la loi HPST qui transformait le directeur comme le patron et le décideur dans un hôpital, et on a écarté tous les autres. Il n'était plus nécessaire que le directeur ait une formation dans le soin, dans la santé, ni quoi que ce soit. Donc on pouvait venir du privé, du public, pour diriger un hôpital, pour réfléchir, pour penser un hôpital. Il y a eu la tarification à l'activité, et c'est comme ça, au fil des années, qu'on a assisté à la dégradation du soin, à la dégradation de la prise en charge de nos patients. Et ça commence toujours par les plus précaires. Donc ça commence par les plus précaires, puis ça a été la gériatrie, les EHPAD. On a vu des personnes qui étaient très maltraitées parce que manque de personnel. On a vu des personnes mourir sur des brancards en attendant. Bon, on s'en est ému un petit peu et après on est passé à autre chose, on a oublié. On a vu la psychiatrie se dégrader, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est toutes ces choses qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir la mort, on ne veut pas voir la vieillesse, on ne veut pas voir nos fous, on ne veut pas voir tout ça. Donc on commence par maltraiter ces gens-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actes et du coup c'est pas assez bien doté, et du coup c'est ceux qui ont souffert les premiers. Je rappelle que dans un EHPAD privé, les Opalines, dans le Jura, il y a des femmes qui ont fait grève, mais vraiment grève, pendant 117 jours, sans salaire, en 2016 déjà, pour dénoncer des conditions de travail qui étaient complètement indécentes. Et elles ont tenu 117 jours, c'est des petits salaires, c'est des aides-soignantes, c'est des aides médico-psychologiques, et elles ont eu un peu gain de cause. Quand on a fait un débat public dernièrement, j'ai cherché à les contacter, je ne trouvais plus personne, tout le monde était parti. Ça les a complètement cassés, tout ça. Il y a eu la psychiatrie après, avec des collègues qui ont fait une grève de la faim pendant une dizaine de jours dans le Rouvray, dans d'autres hôpitaux. Voilà, ils ont continué à se battre, le printemps de la psychiatrie, etc. Ils ont continué à se battre, mais bon, toujours rien. Puis il y a eu la grève des urgences, du collectif Interurgences, depuis plus d'1 an, qui se sont mis à se mettre en grève parce qu'on ne pouvait plus prendre en charge les patients aux urgences partout en France. Et puis ça s'est complètement étendu au collectif Interhôpitaux auquel j'appartiens, qui a atteint tous les services, les hôpitaux, tous les corps de métier, et ça a commencé en septembre 2019. Donc on a fait beaucoup de choses, on a fait des manifestations, on a fait la grève du codage, c'est-à-dire on a voulu arrêter de faire la remontée de toutes ces activités et ces actes qui régissent un petit peu la logique au sein de l'hôpital public. Il y a eu des démissions de chefs de service, il y a eu des manifestations, on a fait appel à des élus, on a appelé nos maires, on a fait des débats publics, on a fait des manifestations, enfin on a fait beaucoup de choses. Ça a toujours été la même réponse, la surdité. Puis il y a eu le Covid qui est arrivé, et on a vu ça un peu, tout le monde a vu ça un peu au grand jour, et le problème a été vu un peu au grand jour. On nous a applaudi, on a eu de beaux discours auxquels vous avez assisté aussi par le président de la République et tout, que l'État-providence n'est pas une charge, qu'il y a des biens qui doivent être au-dessus des lois du marché et tout. Donc on était contents, on s'est dit bon, peut-être qu'on a gagné, peut-être qu'on va pouvoir atteindre notre but, peut-être que c'est bon, ils ont compris qu'il faut des moyens, qu'il faut recruter du personnel, qui vont peut-être répondre à nos revendications, qui sont très simples. Au fait, nos revendications, c'est d'abord définir le budget, définir les besoins et donner le budget à la hauteur de ces besoins-là. Parce que jusqu'à présent, on met d'abord un budget, il faut qu'on rentre dans le budget qui est souvent en dessous de ça, et c'est comme ça qu'on a fait 10 milliards d'économies sur 20 ans sur le dos de l'hôpital public. Et on revendique, ce qu'on demandait aussi, c'est la revalorisation des bas salaires de la fonction publique hospitalière, c'est d'ouvrir des lits là où il y en a besoin, c'est de recruter du personnel là où il y en a besoin, et surtout mettre de la démocratie dans la politique sanitaire, dans la gouvernance, et ne plus être régi que par un directeur, ni par un directeur ou un hyper médecin, mais plutôt par
toutes les personnes qui font le soin, et elles sont nombreuses, on connaît les infirmières, mais il n'y a pas que les infirmières, il y a les assistantes sociales, les psychologues, les brancardiers, les secrétaires, et il y a tellement de métiers, les techniciens de labo et tout, et surtout les usagers, les citoyens, c'est-à-dire vous tous, pour pouvoir ensemble définir le budget et après définir l'allocation, et après pour veiller à la bonne allocation du budget, parce qu'il y a plein d'argent qui part à droite à gauche dans des gestions, comme dans les agences régionales de santé, comme dans des boîtes de consulting, etc., qui préconisent souvent de fermer des lits, des plans de restructuration, etc. Donc voilà, donc on sort un petit peu de ce Covid, mais finalement on n'a absolument rien gagné, au contraire. On nous a proposé cette concertation qui n'est pas une négociation, qui s'appelle le Ségur de la santé, où on est un peu noyé dans dans les ARS, c'est-à-dire parmi toutes ces structures qui font le problème de l'hôpital, on est noyé par les fédérations hospitalières privées et tout, c'est-à-dire les directeurs et tout, et notre voix n'est pas, même si on essaye de la faire entendre et tout, n'est pas tant entendue. On veut finir ça et on veut refonder le système public et l'hôpital public en 3-4 semaines au bout de 4 réunions, sauf que voilà, c'est pas faisable. Ça devient plus de la psychothérapie, on nous écoute, oui, les collègues qui sont là, oui, on les écoute, c'est bien, oui, bien sûr, mais finalement on voit très bien ce qui va sortir. Ce qui va sortir de là, c'est une augmentation de salaire. Oui, certes, je pense qu'on aura une augmentation de salaire, mais tout le reste, c'est-à-dire d'arrêter la fermeture de lits, c'est-à-dire l'embauche de personnel là où il y en a besoin, c'est-à-dire revoir la gouvernance, etc. On n'aura absolument rien de ça. Je pense, là, ce qui est en train de se passer, c'est de casser tous les statuts publics, c'est-à-dire on est en train de casser le statut de praticien hospitalier, les statuts de médecin, on casse le statut de fonction publique hospitalière, c'est-à-dire de tous les autres corps de métier, et surtout on casse le statut d'hôpital public pour le transformer en privé à but non lucratif. Il faut savoir que le privé à but non lucratif ne marche que parce qu'il y a l'hôpital public derrière. Parce que l'hôpital public ne trie pas et ne fait pas, et il ne choisit pas, il prend en charge tout le monde, il y a les urgences, il y a tout. Et ce qui va se passer, c'est que le privé à but non lucratif, qui est souvent régi par des fondations, par des mutuelles, etc., finira par faire faillite. Et ce sera le privé tout court qui va prendre tout ça en charge. Il y a aussi le problème de la sécurité sociale, parce qu'avec le chômage, avec toutes les exonérations de cotisations sociales qui sont mises en place, on est en train aussi de casser ça, et ça va finir aussi par la privatisation de tout ça. Ce qui est en train de nous poindre au nez, c'est très simple, c'est la privatisation du système public, c'est la privatisation de ce qui a fait le fondement de notre République. Et voilà, on arrive, et on le voit, mais on est impuissant, mais on n'arrive pas à se résoudre à ça. Donc, pour ce qui est de la recherche, c'est juste déprimant. Il y a un chercheur au CNRS qui s'appelle Bruno Canard. Donc je vous rappelle qu'en 2002, il y a eu l'émergence et l'épidémie du premier SARS-CoV en Asie. Donc l'Europe et la Commission européenne ont dit oui, il faut faire des recherches sur ça. Donc il y a eu des chercheurs avec Monsieur Bruno Canard et à Aix-Marseille qui ont fait ce travail-là. Et bon, à partir de 2004-2006, c'était plus dans l'air du temps. Donc ils n'ont pas eu le financement. En 2015, il dit qu'il faut faire attention, il y aura une émergence, il y a une émergence de 7 familles de virus. La première, c'est le flavivirus, et le deuxième, c'est le coronavirus. Le flavivirus, c'est la famille du Zika, donc qui est apparu, dont on a vu l'apparition une année après, et le coronavirus, dont on a vu les méfaits actuellement et tout ce qui s'est passé. Voilà, il n'a pas eu le financement, donc la recherche, pour nous, c'est dramatique parce qu'on n'a pas le temps de faire de la recherche. Quand on le fait, on culpabilise. On a tellement pas le temps de faire le soin, comment pouvoir faire de la recherche. Les infirmières, les aides-soignants, tout le monde n'ont même pas le temps de faire la formation non plus. Donc c'est vraiment, c'est dramatique un peu partout. Mais voilà, on est un peu désabusé. On sort de plusieurs mois de lutte, de plusieurs mois de manifestations. On pensait que c'était gagné, mais bon, ça ne l'est pas. On est un peu désespéré, un peu fatigué, mais voilà, mais on n'a pas d'autre choix et d'autres choix actuellement de lutter ensemble, parce que nos luttes s'articulent toutes, parce que notre problème c'est le même, c'est toujours ce même paradigme qui cherche à gérer tout ça. C'est le néolibéralisme qui est là partout et la privatisation de tout ce qui a fait le fondement de notre nation. Voilà, merci.